Bienvenue pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on a entre les mains un recueil d'extraits absolument fascinants. Ça vient de l'autobiographie de Theodore Roosevelt. Salut Eve. Oui, c'est un document, c'est vraiment un texte qui bouscule pas mal d'idées reçues, pour le coup. Ah ça oui, complètement. Et je suis ravie d'en parler, parce que notre mission pour cette émission, elle est très claire. Il s'agit de comprendre comment un jeune garçon, qui était autrefois frêle, maladroit et vraiment gravement asthmatique, s'est délibérément transformé en une véritable force de la nature. Ouais, on a cow-boy aguerri et un politicien redoutable. Exactement. C'est une plongée dans la méthode derrière la création d'un leader. Et franchement, pour ceux qui nous écoutent, c'est une leçon magistrale pour quiconque cherche à maximiser son propre potentiel. Ok, décortiquons ça, parce que quand on regarde les origines de ce personnage, on est vraiment aux antipodes de l'image du président robuste à la mâchoire carrée que l'histoire a retenue. En effet, ouais, l'image d'Épinal du cavalier intrépide, ça cache une réalité initiale bien différente. Les sources nous dépeignent un enfant de la ville, né à New York en 1858, qui avait une santé extrêmement précaire. Et une très mauvaise vue aussi, non ? Ah une myopie si sévère qu'il raconte dans ses pages, qu'il ignorait totalement à quel point le monde extérieur pouvait être détaillé. Ce n'est qu'au moment d'obtenir sa toute première paire de lunettes que son environnement a pris forme. C'était une révélation qui lui a littéralement ouvert un monde nouveau. Mais le plus handicapant, en fait, ça restait son asthme. Un asthme vraiment dramatique, d'après nos notes. Ouais, un asthme si fort que son père devait souvent le porter et marcher de long en large avec lui au beau milieu de la nuit, le jeune garçon cherchant désespérément son souffle. C'est fou. C'est pas facile d'imaginer le futur président des États-Unis dans un tel état de vulnérabilité. Et j'ai cru comprendre qu'il y a eu un événement très précis, une sorte de déclic qui l'a poussé à réagir. Une histoire de diligence, c'est ça ? Au lac Moosehead ? Exactement, le lac Moosehead. C'est un moment charnière de son enfance. Sa famille l'avait envoyé seul en voyage vers le Maine, en espérant que l'air frais, tu vois, soulagerait ses poumons. Et dans la diligence, il se retrouve face à deux autres garçons de son âge. Qui n'était pas très sympathique. Pas du tout. Ces garçons, beaucoup plus robustes et malicieux, décident de lui mener la vie dure. Le pire pour le jeune Théodore, c'est pas tant les moqueries, mais la réalisation brutale de sa propre impuissance physique. C'est-à-dire qu'il a essayé de se défendre ? Il a essayé, oui, mais quand il tente finalement de se battre, il découvre avec effroi que n'importe lequel de ces deux garçons peut le maîtriser avec une facilité déconcertante. Ils ne lui font même pas vraiment mal, ils se contentent de le bloquer et de l'empêcher de rendre le moindre coup. C'est une humiliation totale. Aïe. Mais ce qui est fascinant ici, c'est l'absence totale de rancœur de sa part. Vraiment ? Aucune amertume envers ces deux tyrans. Moi, j'aurais été furieuse. Aucune amertume. Dans ses écrits, il ne développe aucune haine envers eux. Au lieu de ça, il prend une décision froide, lucide et incroyablement calculée pour un enfant. Il réalise que la faiblesse est une invitation à la soumission. Il décide qu'il doit impérativement entraîner son corps pour ne plus jamais se retrouver dans une position aussi vulnérable. C'est le point de départ absolu de sa transformation. Mais il ne faut pas oublier qu'en parallèle de cette faiblesse physique, son esprit était déjà en ébullition. Il avait une curiosité insatiable pour la nature. Ah oui, le jeune naturaliste. Les sources regorgent de détails là-dessus et c'est souvent très drôle. Il y a cette anecdote où il se promène sur Broadway et il tombe nez à nez avec un phoque mort devant un marché. Un enfant normal aurait juste regardé et continué son chemin, mais lui... Lui, il en fait une obsession. Pour ce jeune garçon, ce phoque étalé sur une planche représentait toutes les aventures sauvages dont il rêvait. Il a commencé à hanter le marché tous les jours. Il mesurait l'animal avec une petite règle pliante. Et il notait ça dans des carnets ? Ouais, des mesures parfaitement inutiles scientifiquement parlant, mais notées avec le plus grand des sérieux. Et c'est ce qui l'a poussé à créer son propre musée, le fameux musée d'histoire naturelle Roosevelt, fondé avec ses cousins. Je crois me souvenir que les spécimens devaient absolument avoir des étiquettes imprimées à l'encre rose. Tout à fait, le sérieux de sa démarche est d'absolu. Et cette passion l'a suivi en grandissant. Lors d'un voyage en famille en Égypte, il s'est mis en tête de collecter et d'empailler des oiseaux le long du Nil. Le problème, c'est que son matériel de taxidermie cohabitait avec ses affaires personnelles. Ah oui, l'histoire de la brosse à dents. C'est génial ça. Une domestique bien intentionnée a trouvé sa chambre en désordre, a récupéré une vieille brosse à dents qu'il utilisait secrètement pour appliquer du savon à l'arsenic sur les peaux d'oiseaux et elle l'a lavée pour la remettre avec ses affaires de toilette normales. C'est un miracle qu'il n'ait pas fini empoisonné par sa propre passion.
Clairement. Mais ça montre à quel point il s'y voyait déjà. Il voulait devenir naturaliste de terrain. Et pourtant, il n'en a rien fait. Quand il entre à Harvard, il a la ferme intention de faire carrière dans les sciences, mais il abandonne cette idée assez abruptement. Pourquoi un tel revirement? La réponse réside dans la rigidité académique de l'époque. Roosevelt voulait être un scientifique de terrain, observer les animaux dans leur habitat, un peu comme Audubon, ce peintre qui passait son temps dans les forêts. D'accord, donc il voulait de l'aventure scientifique. Mais Harvard proposait quoi du coup? Harvard traitait la biologie strictement comme une science de laboratoire. Les études se limitaient presque exclusivement à regarder dans un microscope et à faire des coupes de tissus marins. Le système érigeait la minutie cellulaire en fétiche et méprisait totalement les possibilités du naturaliste de plein air. Il refusait de passer sa vie enfermé en fait. Exactement. N'ayant aucune envie de rester dans un labo à découper des sections au microscope, il a tout simplement tourné le dos à la carrière scientifique institutionnelle. Ce qui nous ramène à sa décision de forger son corps. S'il abandonne le labo, comment il met en pratique la promesse faite après l'humiliation de la diligence? Eh bien, il se tourne vers la boxe. Il prend des leçons avec un ancien lutteur professionnel, John Long. Et les sources sont claires, Roosevelt n'était pas un talent naturel. Pas du tout, hein? Non, il admet lui-même qu'il était un élève atrocement lent et maladroit. Il a dû travailler de manière acharnée pendant des années pour voir une amélioration. Mais l'effort finit par payer. Il raconte avoir participé à un petit tournoi, il gagne, et sa récompense est une petite chope en étain d'une valeur dérisoire, genre 50 centimes. Et pourtant, il chérit cette chope pendant des années. Parce que ce n'est pas l'objet en soi, c'est la preuve tangible que l'effort brutal et répété peut modifier la réalité. C'est le cœur de sa transformation. Et ça ne s'arrêtait pas aux muscles, ça s'étendait à son courage mental. Il a utilisé cette théorie d'un livre du capitaine Marryat qui dit que la meilleure façon de devenir courageux, c'est d'agir comme si on n'avait pas peur, faire semblant jusqu'à ce que ça devienne réel. C'est ça. Mais attends, je fais l'avocat du diable une seconde. Agir comme si on n'avait pas peur face à un grizzly ou un cheval sauvage, ça ressemble plus à de l'insouciance suicidale qu'à du courage, non? C'est super dangereux. C'est une excellente nuance. Ce que Roosevelt explique, ce n'est pas d'ignorer le danger extérieur, c'est de refuser de céder à la panique intérieure. Au début, il avoue qu'il était terrifié par les ours, les chevaux indomptés, les hommes arvés dans l'Ouest. C'est humain. Mais en forçant son corps à maintenir une façade de calme, en s'interdisant de fuir, la panique initiale perdait son emprise. À force de répéter ça, la peur viscérale finissait par disparaître pour de bon. Il a forgé son propre courage par l'habitude. Il a littéralement reprogrammé son cerveau face au stress. Exactement. Et si on relie ça à la vue d'ensemble, cela illustre parfaitement sa philosophie fondamentale sur la réussite. Il divise le succès en deux catégories. La première, c'est le génie inné. La personne capable d'accomplir ce que nul autre ne peut faire. Le Mozart ou le Einstein du domaine. Voilà. Mais la seconde catégorie, beaucoup plus commune et selon lui beaucoup plus utile, c'est le succès d'une personne ordinaire qui prend ses aptitudes limitées et les développe jusqu'à leur maximum absolu par un travail acharné. Roosevelt se classait catégoriquement dans cette deuxième catégorie. C'est hyper libérateur quand on y pense. Le succès exceptionnel n'est pas réservé aux élus, il est accessible par la discipline. Et cette volonté de faire, il va l'imposer aux autres plus tard, frisant l'entêtement. L'histoire du tennis cabinet en est la preuve éclatante. Ah, le tennis cabinet. C'était le surnom de son cercle intime de conseillers quand il était au pouvoir. Il exigeait d'eux qu'ils participent à ces exercices physiques intenses. Intense, c'est un euphémisme. Les sources parlent de marches exténuantes dans les ravins de Rock Creek ou d'aller nager dans le Potomac au début du printemps au milieu des blocs de glace. Et il a fait pareil avec l'armée américaine. Il a ordonné que les officiers démontrent leurs conditions physiques en marchant 80 km ou en chevauchant 160 km répartis sur 3 jours. Et l'armée a détesté ça. Très mal pris, oui. La presse criait à la tyrannie. Les officiers supérieurs, habitués au bureau, étaient indignés. Certains ont comploté avec le Congrès pour annuler l'ordre, disant que c'était physiquement déraisonnable. Et la réponse de Roosevelt est géniale. Au lieu d'un discours, il prend son cheval dans une tempête de neige fondue, sur des routes gelées, et il fait la chevauchée de 100 000, 160 km, pas en 3 jours, mais en une seule journée. C'est la quintessence du leadership par l'exemple. Il a prouvé qu'un homme qui n'était même pas un soldat d'active pouvait le faire dans des conditions épouvantables. Ça a fait taire l'opposition instantanément. C'est brillant, ce qui nous amène naturellement à un tout autre champ de bataille. La politique. C'est là que ça devient vraiment intéressant. À l'automne 1880, il se lance dans la politique locale à New York et ses amis riches se moquent de lui.
Ouais, parce que pour la haute société, la politique pratique est un milieu sordide, géré par des tenanciers de saloon et des chefs de gang. Pas la place pour un gentleman diplômé de Harvard. Et sa réponse est d'une lucidité folle. Il dit que si ce sont ces hommes-là qui contrôlent les lois, alors c'est eux la vraie classe dirigeante. Et lui, il veut en faire partie. S'il trouve faible pour survivre, il abandonnera, mais il ne reculera pas sans se battre. Il rejoint donc le Morton Hall, un club républicain qui se réunissait dans une grande salle au-dessus d'un saloon, et là, il s'allie avec Joe Murray. Joe Murray, l'ancien chef de gang irlandais. Pas vraiment le profil typique pour Roosevelt. Pas du tout. Un bagarreur de rue, mais très loyal. Joe était en conflit avec le chef politique local et voulait se venger. Pour ça, il décide de faire élire le candidat qui ressemble le moins possible au patron local, le jeune Théodore. Et comment est gagné primaire? Par des débats d'idées? Par la force musculaire. Joe et son gang ont physiquement pris le contrôle du bureau de vote, défendant les urnes et jetant dehors les fraudeurs du camp adverse. C'est comme ça que Roosevelt se retrouve propulsé à la législature de l'État de New York à 23 ans. Le choc des cultures à Albany a dû être immense. Il réalise vite qu'être honnête et diplômé ne sert à rien si on n'a pas le pouvoir. Il tombe sur la cavalerie des chevaux noirs. Ah, la cavalerie des chevaux noirs. C'était un groupe de législateurs totalement corrompus qui attendaient l'argent des intérêts privés pour voter. Leur spécialité, c'était les strike bills. Les lois de chantage. Voilà. Ils introduisaient des lois très menaçantes pour de grandes entreprises et attendaient que ces entreprises viennent les payer grassement pour retirer le projet. De l'extorsion pure et simple au cœur de la démocratie. C'est effarant. Et c'est là qu'on voit l'efficacité de Roosevelt. Pour vaincre la cavalerie noire, il comprend qu'il faut être aussi tactique et parfois aussi physiquement intimidant qu'eux. Il y a cette anecdote avec la chaise cassée. Incroyable cette histoire. Roosevelt présidait un comité, mais la majorité corrompue refusait de faire avancer un dossier légitime, attendant un peu de vin. Roosevelt repère une chaise cassée, en arrache discrètement un pied en bois très robuste et le cache sous son bureau. Prêt à s'en servir comme matraque. Il était résolu à s'en servir physiquement pour assommer les membres corrompus s'ils tentaient de l'empêcher de valider le vote. Heureusement, il n'a pas eu à s'en servir, la menace publique a suffi. Mais il y a aussi ce coup d'éclat avec son allié Mike Costello. Les corrompus tentaient de faire passer en douce une loi réduisant les impôts des chemins de fer surélevés. Ils avaient remplacé le texte à la dernière minute, Costello s'en rend compte et commence à faire de l'obstruction parlementaire. Le fameux filibuster. Mais le président de séance était dans le coup. Il envoie le sergent d'armes pour arrêter Costello physiquement. Sauf que Costello est robuste, il tient bon face au sergent d'armes et hurle assez longtemps pour attirer l'attention de Roosevelt et des journalistes. La loi est bloquée in extremis, sauvant $1,5 million pour le trésor public. C'est un rythme épuisant. Mais parfois, la force physique ne suffisait plus, notamment face au système judiciaire. Parlons de la fameuse loi sur la fabrication des cigares. C'est crucial pour comprendre son évolution sociale. Sans prendre de parti politique, l'observation des faits dans les sources est assez frappante. Oui, Roosevelt enquête sur la fabrication des cigares dans les immeubles d'habitation insalubres. Et ce qu'il découvre le glace d'effroi. Une seule pièce pour 2 familles entières, plus un pensionnaire. Tout le monde travaille le tabac jour et nuit au milieu de la nourriture et des lits souillés. C'est un foyer d'infection. Il met tout son poids pour faire interdire cette pratique. La loi passe, mais les tribunaux l'annulent. Sous quel prétexte? La Cour d'appel déclare la loi inconstitutionnelle. Les juges, issus de milieux très aisés, estiment que la loi porte atteinte au concept sacré du foyer et limite la liberté de travailler chez soi. C'est là que les documents illustrent ce gouffre béant. En restant purement factuel, il y avait une déconnexion totale entre la théorie légale abstraite de ces juges et la réalité mortifère du terrain. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'un foyer sacré puisse être une pièce unique toxique. Et cette désillusion va marquer Roosevelt profondément. Après ces batailles intenses, les textes nous font changer de décor. Roosevelt part pour le Far West, dans les Badlands du Dakota. L'arrivée ressemble à un film. Le contraste est total. Il débarque en pleine nuit à la gare de Medora, traîne ses bagages jusqu'aux pyramides Park Hotel. C'était juste une bâtisse délabrée avec 14 lits dans une seule pièce. Et le lendemain, la partie de cartes interrompue par un lynx sauvage qui attaque le plagier. Tout le monde sort les fusils. Bienvenue à l'Ouest. Il établit 2 ranchs là-bas. Il cherchait un environnement où le vernis social n'existe pas. Son nom de famille de la côte Est n'avait aucune valeur. Le respect se gagnait par le silence, le travail dur et la capacité à encaisser sans se plaindre. Même s'il l'appelait le 4 yeux à cause de ses lunettes, il a su prouver sa valeur, notamment lors de la nuit de la débandade, le Stampede.
Une tension extrême. Un orage d'une violence inouïe éclate. Les milliers de bêtes cèdent à la panique. Dans l'obscurité totale et sous la pluie, Roosevelt galope à l'aveugle pour calmer le troupeau. C'est suicidaire et il ne voit rien. Il tombe d'une falaise dans la rivière Little Missouri, lutte dans les sables mouvants et continue la poursuite jusqu'à l'aube. Et le lendemain, il découvre qu'un autre cow-boy a perdu son cheval, qui s'est brisé le cou en percutant un arbre dans le noir. Ça forge le caractère. Alors qu'est-ce que tout cela signifie? On est passé de l'enfant malade au cow-boy survivant. La grande leçon de l'ensemble de ces textes, c'est que l'idéalisme pur est tragiquement insuffisant face à la réalité du monde. La vertu et les bonnes intentions doivent être combinées à une redoutable efficacité pratique. Roosevelt citait Josh Billings, il est beaucoup plus facile d'être une colombe inoffensive qu'un serpent sage. La vertu pragmatique, en somme. Le message est clair. Pour notre audience, dans la société ou le monde de l'entreprise, avoir de grands idéaux, c'est bien, mais c'est que le début. Il faut la robustesse, la ruse et le courage d'imposer ces idéaux face à ceux qui défendent des intérêts contraires. Les bonnes personnes doivent s'entraîner à être dangereusement efficaces. Il ne suffit pas de vouloir le bien, il faut pouvoir l'imposer. Absolument. Et cela soulève une question importante à la lecture de ces archives. Si ce garçon était né avec une santé de fer, une vue parfaite et un talent athlétique naturel, aurait-il jamais ressenti le besoin viscéral de développer cette volonté? Et aurait-il eu cette empathie pour les travailleurs des taudis? Exactement. On peut se demander si sa faiblesse physique initiale n'était pas au bout du compte le plus grand atout stratégique de toute son existence, le moteur de sa grandeur. C'est une pensée fascinante sur laquelle s'attarder, l'idée que la plus grande vulnérabilité puisse devenir le creuset de la plus grande force motrice. C'est ici que s'achève notre exploration approfondie des sources pour aujourd'hui. Merci à Toul d'avoir plongé avec nous au cœur de cette méthode de leadership. On se retrouve très vite pour décortiquer de nouveaux documents.